Bienvenue dans l'Œil au Clébar, le premier podcast d'ophtalmologie vétérinaire. Je suis Bertrand Michaud, vétérinaire praticien exclusif en ophtalmologie près de Genève. Je vous propose de découvrir en un clin d'œil l'ophtalmologie vétérinaire les yeux fermés. Ce podcast mensuel est réalisé en partenariat avec Dome Pharma, laboratoire vétérinaire engagé depuis plus de 40 ans en ophtalmologie vétérinaire. Un grand merci à eux pour leur soutien et la totale liberté sur le contenu proposé. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir pour ce premier épisode de la saison 2 du podcast L'Œil au Clébar, Franck Olivier. Franck Olivier, bonsoir. Bonsoir. Alors Franck, toi tu nous viens de Grenoble, t'as fait ta scolarité dans la même école que moi, donc la meilleure et la plus ancienne école, l'école de Lyon, et ensuite t'as sillonné le monde à travers l'Australie, l'Angleterre, la Floride. Tu es non seulement spécialiste en ophtalmologie, donc sur le board américain et européen, ça suffisait pas l'Amérique, l'Europe aussi, et tu es aussi titulaire d'un PhD et auteur en fait de très nombreux articles scientifiques. Donc quand on va dans PubMed, je crois que tu dois monopoliser à peu près 20% des pages sur l'ophtalmologie vétérinaire. T'es un grand passionné et très impliqué en fait par l'ophtalmologie, et tu es installé au Québec désormais depuis maintenant un peu plus de 10 ans, et tu as monté ta clinique vétérinaire uniquement d'ophtalmologie à Montréal. Et d'ailleurs, je tiens à le souligner pour les auditeurs, tu as un site internet qui est extraordinaire, très bien fourni, très bien complété. C'est ophtalmovétérinaire.com, sur lequel tu détailles pas mal de pathologies et tout. Et moi, j'ai voulu t'interroger ce soir sur un sujet qui nous intéresse tous, les ophtalmos, c'est le traitement des ulcères compliqués. Donc ces ulcères qui sont des fois complexes à gérer, qui débouchent très souvent sur des chirurgies, et donc moi je voulais vraiment avoir ton avis là-dessus. Waouh, merci Bertrand pour cette belle introduction en fait. Et puis je savais même pas, on a un point en commun de plus, c'est l'école, la plus belle école du monde en effet, l'école Véto de Lyon. Et puis notre autre passion commune, je pense que c'est l'ophtalmo. Donc ça me fait plaisir en fait d'échanger un peu ce soir avec toi. Ce soir pour vous, puisqu'on a 6 heures de décalage. En effet, je suis au Québec maintenant depuis 12 ans. Première question que je pose à tous les interviewés du podcast, c'est qu'est-ce qui, toi, t'a emmené vers l'ophtalmologie une fois que t'as fini tes études, ton cycle primaire, en fait, à l'école de Lyon? Pourquoi est-ce que t'as voulu faire cette discipline? Très bonne question. Puis la réponse va sembler peut-être un peu idiote, mais je dirais c'est à cause de ma mère. Ma mère était en fait ophtalmo humaine. Donc moi depuis tout petit, comme je pense la plupart d'entre nous, on a toujours voulu être vétérinaire. Donc ça c'était, il n'y avait pas de question là-dessus. Heureusement parce que mon choix était tout de suite fait dès le départ. Mais ensuite en école en fait c'est surtout ma maman qui était ophtalmo et puis qui m'a emmené donc voir des chirurgies etc. Et puis c'est ça qui m'a plu. Et puis après un concours de circonstances avec mon prof de médecine interne qui s'appelait Docteur Régnier, qui était un Toulousain que tu connais très bien, qui repartait en fait sur Toulouse pour prendre la chaire d'ophtalmo, qui est vraiment la chaire emblématique de l'ophtalmologie en France. Et donc, j'ai déménagé avec lui, si tu veux. Ça s'est passé comme ça. T'as suivi ton mentor, en quelque sorte. Exactement. Puis quel grand mentor, hein. Je pense que tu le connais, c'est quelqu'un à qui je rends beaucoup hommage parce que c'est un passionné de l'ophtalmo, puis c'est un passionné de l'enseignement surtout. C'est sûr. C'est votre chien, Doc. Einstein, c'est comme ça que vous appelez votre chien en 1985. Ce soir, on est là pour parler des ulcères cornéens. Première question pour les novices qui pourraient nous écouter, c'est quoi finalement un ulcère cornéen compliqué? Alors un ulcère de cornée, au départ, c'est une perte de substance. Et puis la cornée, il y a différentes couches dans la cornée. Essentiellement, on a l'épithélium, le stroma et puis la couche interne, l'endothélium, si on résume rapidement. Et je dirais donc que pour moi, un ulcère compliqué, il y a 2 aspects d'un ulcère compliqué, ou 3 aspects, on va dire. C'est un ulcère qui évolue vite. Parce qu'il y a des enzymes qui viennent digérer la cornée, etc. Par exemple, un ulcère qui est infecté. Et puis le troisième aspect, c'est surtout la profondeur. Donc, je dirais qu'un ulcère compliqué, c'est lorsqu'on atteint la moitié de la couche intermédiaire, donc du stroma, par exemple. Donc, du coup, dans la gestion des ulcères cornéens, dans quel cas finalement faut-il envisager de réaliser une greffe cornéenne? Alors, une greffe cornéenne, c'est une chirurgie. Donc, a priori, dans
tous les articles scientifiques ont défini que c'est important de le faire à partir d'une paire de substances qui passe la moitié de l'épaisseur de la cornée. Donc une cornée chez un chien c'est 0,8 d'épaisseur, donc la moitié du stroma si tu veux. Donc encore que je dirais que même si ces cas-là, on va peut-être patienter, mais on va s'en parler un peu plus tard, je pense. On va peut-être patienter sur l'intérêt de la chirurgie. C'est pas pour les petits chiens là-dedans, il était fixe. Attends-nous ici. Il y a certains propriétaires qui nous écoutent aujourd'hui. Est-ce que tu aurais toi un conseil ou une recommandation que tu leur donnerais en fait à ceux qui nous écoutent? Oui, à partir du moment où il y a un ulcère de cornée, il faut pas le prendre à la légère à mon avis, et surtout sur les races, ce qu'on appelle les races brachycéphales, hein, c'est les races donc j'appelle ça à nez aplati, gros yeux, que ce soit autant chez le chien que chez le chat. Je dirais qu'il faut consulter au plus vite. Un ulcère de cornée, autant ça peut se guérir rapidement, quasiment naturellement, autant ça peut aller à la catastrophe, c'est-à-dire la perforation et puis la perte de la vision et la perte de l'œil. Okay. Et toi, lors de tes traitements d'ulcères, finalement, qu'est-ce que toi, en tant que vétérinaire, ou qu'est-ce que les vétérinaires qui nous écoutent doivent s'attendre une fois qu'ils ont mis ce traitement médical en place, et à quel moment ils doivent s'inquiéter réellement et envoyer un cas ou essayer de gérer eux-mêmes, hein, chirurgicalement? Très très bon point, Bertrand. En fait, une fois qu'ils ont mis le traitement, je dirais basique en place, l'idée c'est peut-être de revoir un ulcère, ça dépend un peu de la profondeur, mais et de l'évolution, de l'apparence de celui-ci, de le revoir le cas 3 ou 4 jours après. En 3 ou 4 jours, si vraiment il n'y a pas une évolution, je pense que il faut changer d'alternative thérapeutique, soit partir avec un traitement médical mais plus intense, soit un traitement chirurgical. Si on n'est pas à l'aise avec un traitement chirurgical, c'est clair que c'est un cas qui sera référé à un vétérinaire spécialiste en ophtalmo. Et le vétérinaire ophtalmo, lui, il va réaliser le plus souvent en fait une greffe. Qu'est-ce qu'on attend de cette greffe en fait au final? C'est quoi les objectifs? Et puis aussi, c'est une question parce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions ces derniers temps sur les techniques de greffe. Finalement, c'était quoi l'objectif il y a 30 ans et c'est quoi l'objectif maintenant d'une greffe? En fait, c'est une question très intéressante, et puis j'ai la chance en fait quelquefois de donner des conférences devant des ophtalmos humains, et puis j'ai honte de présenter mes résultats de greffe de conjonctive par exemple, hein. Et puis finalement leur commentaire c'est que non, nos greffes de conjonctive qu'on fait en vétérinaire et puis quelquefois qu'on laisse en place en fait telles quelles, eux, ça serait leur première étape de chirurgie pour sauver l'œil, ok. Donc, pour revenir à ta question, en fait, c'est qu'il y a plusieurs types de greffes. On a des greffes de conjonctive, les greffes de cornée, les greffes de biomatériaux, et selon, je dirais, la profondeur, selon où est-ce qu'on en est, et selon l'objectif qu'on cherche à atteindre, peut-être qu'on l'aura pas dès la première chirurgie. Si le premier objectif c'est de sauver l'œil, en fait, l'objectif de transparence n'est pas là, donc on peut faire une greffe de conjonctive, par exemple. On peut utiliser un matériau qui va être plus opaque. C'est pas grave, on pense déjà qu'il y aura une seconde chirurgie derrière pour la transparence. Si on a moins à corriger en profondeur, peut-être qu'on peut y aller tout de suite avec un matériau qui est plus transparent et avoir donc une transparence dès la première chirurgie. Ouais. Donc finalement, ce qu'on attend d'elle, c'est qu'elle soit solide, qu'elle résiste aussi, et surtout qu'elle, si possible, qu'elle reste et qu'elle permette la vision et une bonne transparence à l'animal. Exactement, en fait, tes points sont très bons. C'est qu'on cherche à combler une paire de tissus, donc ça reste en place d'une part pour sauver l'œil, le premier objectif de toute chirurgie, et puis le second, qui serait la cherry on the cake, comme disent les anglophones, qui serait d'avoir la transparence dès la première chirurgie ou lors d'une seconde chirurgie. Le vétérinaire? Non, 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 non! C'est pas cool, tu m'as piégé! Tu nous parlais de l'ophtalmologie humaine. En quoi, finalement, les greffes en ophtalmologie humaine sont différentes de celles qu'on a nous, et qu'est-ce qui peut poser un frein en ophtalmologie vétérinaire pour faire le même travail, finalement? Je pense que c'est quand même la qualité, enfin, ou en tout cas les sources de matériaux qu'ils peuvent avoir, c'est plus facile pour eux. Et puis ils ont quand même un équipement qui peut être un peu différent d'une autre sur le plan chirurgical aussi. Alors, ils ont beaucoup plus à travailler puisqu'il est important que cette greffe de cornée
en plus de ce que nous on cherche, permettre aux patients de regagner une vision. Et donc, ils ont tout ce qui est acuité visuelle à se soucier, qui est moins important pour nous en vétérinaire. Donc, si tu veux, c'est un peu, ça va un peu dans les deux sens. C'est plus facile d'un côté pour nous. Encore que, quelquefois, on travaille dans l'urgence, on n'a pas forcément les matériaux disponibles pour nous, donc on va utiliser ce qu'on a. De leur côté, ils ont une banque qui est plus impressionnante, des techniques un peu différentes, mais il faut qu'ils se soucient énormément de l'acuité visuelle. Et en ophtalmologie vétérinaire, est-ce qu'il existe des banques de donneurs, en fait, pour les yeux? Banque de donneurs en tant que telle, corrige-moi, je sais pas en France, mais en tant que telle, des banques de donneurs, non. Moi, je peux te dire que après autorisation de certains propriétaires, j'arrive à conserver des cornées en fait dans des liquides physiologiques avec un antibiotique et puis on les congèle si tu veux. Mais des banques en tant que telles, je pense pas au niveau de la cornée. D'accord. Maintenant, il y a plein de biomatériaux aussi qui sont disponibles. Je pense que ça va être une de tes questions un peu plus tard. Mais en banque de données en tant que telle, au Québec, en tout cas, on n'en a pas. Oui. En Europe, c'est la même situation, effectivement. C'est chacun s'organise soi-même. À Barcelone, je sais que l'équipe de c'est Marta Leva, en fait, ils ont essayé de créer une sorte de base, en fait, avec ça, parce que c'est effectivement, après, c'est des techniques, moi, de greffe cornéenne, que je réalise relativement peu, parce que je suis un peu déçu, en fait, des résultats et des rejets potentiels. Et justement, ça m'amène, merci, à la question suivante. En pratique, nous, on utilise beaucoup plus de biomatériaux. Que sont-ils, ces biomatériaux, et dans quelle indication tu vas les utiliser? Oui, c'est un bon point, Bertrand. Alors, écoute, tu vois, moi, je suis un peu balancé. J'utilise les deux. J'aime bien utiliser en fait le matériel de l'animal lui-même, donc de la cornée du même animal ou de la conjonctive du même animal. J'adore ça parce que je pense que c'est ça qui fournit finalement le moins de rejets. Mais il y a des biomatériaux qui sont super intéressants, de la sous-muqueuse de porc, du péricarde, et même des parties de cornée, je dirais, puisque c'est pas toute la cornée, ça a été congelés ou déshydratés, qui sont des matériaux de soutien qui sont superbes parce que tu peux donc tu les mets en place et puis ils vont être en fait intégrés à la cornée même. L'épithélium va se multiplier par-dessus. C'est des biomatériaux qui sont super. Pour ma propre expérience, en fait, j'ai énormément bossé sur la membrane hémolytique utilisée en tant que greffe de cornée, et on utilisait en fait de la membrane hémolytique de cheval en fait parce qu'elle était tellement disponible vu les quantités de l'amnios. Et c'est un matériau qui est superbe à travailler. Elle était donc prélevée fraîche puis congelée. Maintenant, on en trouve de la déshydratée qui est en fait très efficace aussi. C'est ce que je pensais aussi. Et si la meilleure solution, c'était pas d'utiliser finalement les tissus propres du patient. Et là-dessus, moi, j'aime beaucoup des techniques d'autogreffe qui consistent justement à prendre la cornée du patient soit sur le même œil, soit sur l'œil opposé, ou une technique un peu plus récemment décrite, c'est la transposition cornéo-conjonctivale. Est-ce que toi, tu utilises fréquemment ce genre de chirurgie? Oui, Bertrand, ton point est bon là aussi. Et puis je pense que je suis d'accord avec toi dans le sens où c'est ça qui sans doute nous fait le moins de rejets puisque c'est le même matériel que l'on déplace simplement et qu'on greffe autre part. Et puis il y a tout un aspect qu'on n'a pas évoqué, qu'on pourrait évoquer, c'est toutes les maladies contagieuses qui pourraient se trouver dans les greffons que l'on utilise dans une banque de greffons. C'est bien sûr super contrôlé en médecine humaine. Dans notre cas, honnêtement, quand je prélève la membrane hémolytique d'un cheval, on fait pas forcément des tests très précis sur ces matériaux-là. Donc, je comprends tout à fait ton point et puis je suis en fait entièrement d'accord. J'adore la transposition de cornée, notamment par exemple chez le chat. Surtout sur les séquestres en fait, c'est une des indications principales je pense, surtout que les séquestres sont souvent au centre de la cornée, donc là où on a besoin d'une zone plus claire pour la vision, donc que tu déplaces ta cornée dorsale suivie de la conjonctive
et ben cette cornée dorsale se retrouve au centre et donc on gagne notre clarté au centre, même si en périphérie on a moins de clarté. Je pense que c'est très intéressant. Et de même sur des ulcères, ça peut être très intéressant. J'aime bien cette technique aussi. Pourquoi? Parce que il y a un apport vasculaire qui se fait par la conjonctive. Alors que ce qui me fait un petit peu peur toujours, je vois beaucoup d'articles passer, puis honnêtement, je te dirais que je les fais pas, en tout cas pas de premier abord. Les greffes de cornée directement en îlot, ça me fait peur sur des ulcères en fait chauds ou infectés, le sujet de notre discussion aujourd'hui, parce que je trouve qu'il nous manque cette vascularisation qui est là pour cicatriser, pour justement se défendre d'une infection, etc. Donc, je pense que ton choix de technique, en fait, tu vois, on se recoupe. C'est marrant, hein, on se recoupe parce qu'on a deux écoles différentes et on se recoupe parce que je pense qu'en effet, j'aime bien les allogreffes, en fait. Ouais. Donc privilégier l'apport vasculaire finalement qui va pouvoir aussi véhiculer des molécules thérapeutiques qu'on va pouvoir donner par d'autres voies que la forme topique qui est pas toujours pas toujours évidente en fait à dispenser sur des animaux qui peuvent être un peu agités, remuants ou des propriétaires qui travaillent pas mal. Donc ça c'est effectivement un point que je défends tout à fait. Exact. Le désavantage que tu connais aussi, c'est que si tu as un appel vasculaire qui est vraiment trop important, bah après il va falloir que tu adresses peut-être la cicatrisation qui sera trop importante aussi. C'est là aussi où la question toujours se pose, c'est dans le protocole de cicatrisation, à quel moment on fait intervenir les corticoïdes. Pour moi en gros c'est quand tu considères que l'infection est dissipée. Et le plus tôt possible, mais c'est surtout vraiment race dépendant, parce qu'il y a des races, on parlait des brachycéphales, des museaux courts tout à l'heure, qui ont une fâcheuse tendance à développer des surcicatrisations, des granulations, des pigmentations même dans certains cas, qui peuvent mettre à mal leur vision. Oui, tout à fait. Alors, ce que tu peux envisager de commencer en fait même plus tôt que la cortisone, c'est des traitements immunomodulateurs tels que la cyclosporine, le tacrolimus. Ok, d'emblée. Oui, ou je le ferai peut-être pas d'emblée directement, Bertrand. J'aurais peur comme toi. Surtout en étant passé, je te dis, ça dépend aussi d'où on vit, je pense. Hein, en étant passé par la Floride où on trouve des champignons à chaque fois qu'on respire. Donc, faut faire plus attention à la cortisone. Oui, les immunomodulateurs, mais peut-être après ton contrôle de 7 jours ou de 10 jours. T'as une seconde, Franck? Désolé, messieurs à la bourre, mon vol parle. Ah! Le chien sans collier appelle la fourrière! Qu'est-ce que tu penses là des nouveaux tissus, des xénogreffes, comme pour pas le citer, le biocornéavet, qui est sorti il y a 4-5 ans à peu près. Il y a eu 2 études sur le sujet. Est-ce que tu en utilises et qu'est-ce que tu en penses? Non, j'en utilise pas. Par contre, ça ressemble à pas mal de choses déjà et je pense que c'est un produit en fait très intéressant. Ce qui me plaît, c'est que ça va être intégré à la cornée et puis et je pense que une des choses, c'est que d'après ce que j'ai pu lire, c'est qu'en fait on voit en fait assez peu de réactions et donc on a une transparence qui est assez impressionnante quand même. Donc je pense que c'est un bon matériau. Ouais. Moi, l'utilisation, j'ai une petite dizaine de cas maintenant. C'est un très bon matériau à utiliser vraiment dans des cas assez précis, mais le suivi post-opératoire, il est, pour moi, je trouve un peu plus complexe et faut prévenir le propriétaire parce qu'il faut assez rapidement en fait dégainer des anti-inflammatoires, sans quoi on a des surcicatrisations qui peuvent se faire. Pour les auditeurs, juste pour rappeler, donc les xénogreffes sont des greffes, c'est du tissu porcin qui va être traité. C'est juste du stroma en fait, cornéen, qui va être traité pour le décellulariser complètement et du coup il y a une innocuité complète, mais par contre c'est ce gros avantage, c'est transparent d'emblée. Donc moi j'ai greffé effectivement des animaux avec des greffes à plus de 10 mm sur des cornets avec des ulcères complètement surinfectés, avec des résultats finalement qui sont excellents en post-opératoire immédiat, des animaux qui voient tout de suite. Oui, c'est l'avantage par rapport à en fait le matériel moi que j'utilise le plus, ça serait la membrane amniotique. Puis quand tu penses à la membrane amniotique, c'est exactement ce qui reste comme matériel, c'est-à-dire que les cellules ont été tuées lors de la congélation, donc il nous reste plus qu'une membrane basale avec du stroma et donc c'est ça qu'on intègre en fait. Et c'est l'équivalent du stroma de la cornée, puis selon comment tu le places, ça va être intégré ou ça va être rejeté, donc tu peux t'en servir de 2 manières différentes. Par contre, avec la membrane amniotique, tu as forcément
une période de rejet, puis un rejet intense. C'est-à-dire que ce matériel-là, moi je préviens tout de suite le client aussi que il va tourner vraiment moche en termes grossiers, très jaune, une belle réaction avec des vaisseaux, alors que je pense que les résultats sont bien mieux avec le produit que tu mentionnais. Ouais. Et au final, quand tu as une kératomalacie très importante avec un ulcère profond, une fois que tu as tout débridé et qu'il reste plus grand-chose et sur une surface très importante, finalement, toi, c'est quoi ton biomatériau préféré dans ces cas-là? Alors, je vais dire que pendant ce temps, j'ai pas mal de chance parce qu'il y a beaucoup, et même chez les chevaux quand j'y pense, il y a beaucoup de cas qu'on arrive à contrôler en fait médicalement. Et après, ce qui fait que, parce que ce que je voulais reprendre depuis le début aussi, c'est que la greffe va être sans doute nécessaire, mais c'est pas la chose à se jeter d'entrée de jeu, puisque même surtout sur un cas de kératomalacie, tu sais que tu as un niveau enzymatique qui est énorme, et puis ça je l'ai vécu beaucoup aussi, c'est que si tu fais une greffe trop tôt, ça va être une catastrophe parce que même les enzymes qui sont là vont digérer tous les points que tu vas y mettre. D'où l'intérêt en fait, ça m'est souvent arrivé d'utiliser la membrane amniotique comme substrat en fait. Je préférais mettre 3 ou 4 couches de membrane amniotique, me dire qu'il y en a 3 ou 4 qui vont, 2 ou 3 qui vont être utilisés par les enzymes le temps que j'arrive à diminuer à contrôler cette activité enzymatique pour stabiliser cette fameuse cornée. Donc, je te dis, le traitement médical pour moi, il est super important dès le départ et très agressif. J'adore, par exemple, ne serait-ce que le sérum. J'ai fait en fait ma thèse universitaire que tu mentionnais, c'est là-dessus que je l'ai fait. J'ai adoré le sérum et d'autres composés que tu peux utiliser, hein, l'N-acétylcystéine, pour justement contrôler cette activité enzymatique. C'est la première chose à faire. Le sérum, on peut y aller aux heures quasiment. Et puis, écoute, ça m'est encore arrivé la semaine dernière. En 48 heures, 72 heures, on a complètement changé une situation sur un bulldog français. Donc, c'est des gens qui étaient venus pour, par exemple, une chirurgie, en effet. Je leur ai dit que la perte de substance était trop large, donc tu fais une greffe là-dessus, mais la vision va être très amoindrie. Donc, la meilleure des chances, en fait, c'est de contrôler médicalement ce qui se passe avant de proposer une greffe. Et puis, j'ai été vraiment étonné parce que celui-ci, il a fini par guérir juste médicalement, et puis cet œil est visuel maintenant. Okay. Donc, mais pour répondre à ta question, Bertrand, je dirais que en fait, ce qui est mon favori, ça serait quand même une greffe de conjonctive pour l'apport vasculaire, et puis la membrane amniotique. Je ferai pas une biocornée ou quelque chose comme ça d'entrée de jeu sur ces ulcères-là. J'en ai pas l'expérience. Qu'est-ce que toi tu en penses? Après, je pense, moi je dis toujours, c'est la meilleure technique de greffe, c'est celle avec laquelle le chirurgien est le plus confortable, je dirais. Parce qu'il y a plein de techniques. Chacune va aller en fonction de la compétence, de l'habitude qu'on va avoir, etc. Et finalement du backup, du résultat. On a beau avoir des grandes études qui te montrent que A plus B, que tel produit est meilleur que l'autre, etc. Ton expérience propre, en fait, au bout de quelques années, pour moi, permet aussi d'orienter en fonction de ta facilité. Puis il y a tellement de facteurs de variation, c'est juste énorme. Oui, je pense que en fait il y a des très bons points dans ce que tu viens de dire, puis je te rejoins là-dessus. Il y a énormément de techniques, ce qui veut dire d'une part, ce qu'il faut se dire, c'est quand il y a énormément de techniques, il y en a aucune qui marche à 100%. La première des choses. Et la deuxième, c'est marrant parce que je le dis à beaucoup, c'est vous choisissez la technique avec laquelle vous êtes à l'aise. Ça, c'est très important. Mais je pense, tu vois, même aussi, un des points que tu mentionnes, c'est l'expérience du vétérinaire, parce que c'est pas que la technique, c'est justement le bon moment. On en a déjà parlé un peu, peut-être que tu vas m'interroger là-dessus un peu plus tard, mais c'est vraiment quand est-ce que on doit faire cette technique. Et comme je te disais, moi, je pense qu'un contrôle médical est très, très important avant de te lancer dans n'importe quelle chirurgie. Qu'est-ce qu'on fait de Doug? Il a perdu l'oiseau. Mettez-lui l'entonnoir de la honte.
On parlait d'administration de molécules topiques, etc. Est-ce que certains biomatériaux peuvent servir de réservoir? Tu me parlais de la membrane amniotique qui est déshydratée. Est-ce que toi, tu la réhydrates avec des solutions salines, de BSS ou choses comme ça, ou est-ce que tu peux mettre carrément des antibiotiques pour la réhydrater, histoire de stocker des antibiotiques dans cette matière? Oui, tu peux en effet, quand tu la rinces et que tu la prépares pour la greffer, tu peux en effet l'imbiber d'un antibiotique ou même d'un mélange antibiotique si tu le penses. Ça me fait penser, et puis là, je vais un peu te challenger là-dessus, Bertrand, parce qu'on parlait donc de membrane et puis des gouttes qui accèdent à l'œil. Tu vois, par exemple, j'entends encore souvent qu'on fait un pansement de membrane nictitante sur des ulcères infectés et donc un peu inquiétant. Bon, moi, par exemple, je te dire que dans ma pratique, ça fait depuis peut-être 20 ans que j'ai pas fait ça sur ce genre d'ulcère, parce que je trouve que la membrane, là, qui est en plus enflammée, donc avec plein de vaisseaux, t'auras beau instiller des gouttes d'antibiotiques directement dans l'œil, ils vont d'abord être absorbés par cette conjonctive avant d'arriver à l'œil. Donc, ce que je recommande plus, d'ailleurs, c'est plus de faire une blépharographie partielle. Comme ça, ça te permet toujours d'observer l'œil parce que tu le vois, donc tu peux voir l'évolution de celui-ci, et ça te permet de mettre des gouttes. Et puis tu bénéficies, c'est sûr, c'est moins efficace, mais quand même de la conjonctive enflammée des paupières qui sera en contact avec ta cornée. Donc sur les ulcères infectés profonds, notre sujet d'aujourd'hui, moi personnellement, je recommande pas forcément une tarsographie, plutôt une blépharographie partielle. On est tout à fait d'accord et raccord. C'est avec Charles Cassiagne, on voulait monter un club de comité contre les cliniographies, avec la seule réserve. Moi, j'aime bien les utiliser quand même pour bien plaquer des greffes étendues sur des greffes de plus de 8 à 9 mm à peu près, mais pas forcément très longtemps. Mais effectivement, bien plus souvent faire des cantoplasties, blépharoplasties, latérales, pour diminuer les frottements en fait sur la greffe. C'est beaucoup plus intelligent et intéressant. En pratique, je sais qu'il y a certains cas où on peut pas anesthésier forcément les animaux. Il y en a certains qui sont trop âgés ou qui ont des soucis cardiaques, etc. Et quelle est la place de certains produits comme le cyanoacrylate, pour pas le citer, dans ces techniques de comblement chirurgical d'ulcères parfois compliqués dans ta pratique? Alors là, vous me voyez pas, mais je souris parce que la colle cyanoacrylate, en fait, ça a été mon sujet de thèse de doctorat c'était l'étude que j'ai fait avec le professeur Régnier à Toulouse, en fait. Et donc, on avait testé la tolérance de cette colle-là sur l'œil du lapin. Et en fait, donc, c'est un produit que j'utilise de temps en temps, mais donc, c'est pas mal sur vraiment des paires de substances qui sont étroites. Ça marche très très bien sur ces paires de substances-là. C'est très irritant par contre une fois qu'on en a mis sur l'œil. Puis il faut vraiment faire ça minutieusement. Hein. C'est vraiment, on parle de micro-gouttes là, hein, c'est dans une seringue de 1 et puis il y a juste une petite goutte qui perle au niveau de ton aiguille et puis prendre du 27G, vraiment quelque chose, donc des quantités faibles. Donc c'est le seul intérêt que j'y vois. Ça serait ces paires de substances très étroites. Mais ça revient au goût du jour. Il y a eu une publication, je sais pas si tu as vu, il y a très peu de temps dans Vetophtalmologie sur un système de double encollage où ils mettent une membrane de plastique en fait entre les deux parties de ta colle. Je l'ai essayé il y a pas longtemps sur un chien de 17 ans qui était très très sympa avec un ulcère absolument abominable, et j'ai eu un résultat, alors c'est un cas, mais effectivement super intéressant sur quelque chose où personne ne voulait opérer, quoi. C'est ça. Puis de toute manière dans ces cas-là t'as pas grand chose à perdre. Puis je te dirais que ces vieux chiens que tu veux pas mettre sous anesthésie, là ces cas-là, pareil. Alors il y a deux aspects. Hein. Si tu as un ulcère qui évolue très vite, qui est pas forcément très profond, c'est là où ton traitement médical doit être vraiment intense. Donc peut-être 2 antibiotiques en alternance sur l'œil toutes les 2 heures avec du sérum accompagné d'atropine pour la douleur et la mydriase.
par voie orale antibiotique, je choisirais bien la doxycycline parce que c'est à la fois antibiotique mais c'est un peu anti-inflammatoire puis c'est surtout anticollagénase. Donc un ulcère à collagénase c'est très intéressant et puis bien sûr un anti-inflammatoire non stéroïdien si possible par la bouche et puis vraiment attaquer très très fort et là honnêtement on peut être surpris des résultats et de l'évolution favorable de ces ulcères fondants. Si c'est un ulcère plus profond, alors je change un peu mon fusil d'épaule parce que j'ai peur de la perforation. Et notamment, on parlait des vieux chiens que tu veux pas mettre sous anesthésie. Donc un ulcère qui est quasiment pré-desmétique. Je réduis beaucoup mes traitements médicaux en fait. Je traite essentiellement par la bouche, de manière systémique, plus qu'en local. Et puis, je suis sûr que tu en as déjà vu. Moi, j'en ai peut-être une collection de 10, 15, 20 maintenant, 20 cas comme ça, qui sont ces chiens, comme je disais, trop âgés ou cardiaques, qui ont un ulcère qui te fait peur à chaque fois que tu le vois parce que il est pas, je dirais pas qu'il est infecté, hein, mais il est profond en fait. Il est prédesmétique. T'as sans doute peut-être que l'épithélium qui est au-dessus de ton endothélium. Il fait peur et puis ils ont un gros hublot autour. Ouais. Bon. Ben ceux-là, en effet, je leur dis la littérature, c'est qu'il faudrait que j'emmène en chirurgie, mais j'ai pas du tout envie. Et puis on s'aperçoit qu'avec le temps, ben ils se stabilisent et puis on arrive à les garder comme ça. Et puis ils perforent jamais en Non. fait, des fois. Exact. Faudrait faire une étude dessus. Tu t'es déjà demandé ce que c'était que ces petits points brillants là-haut? C'est pas la peine que je me le demande, je le sais. Et c'est quoi? Des lucioles, Pumba. Moi, je pensais que c'était des bulles de gaz qui brûlaient à des millions de kilomètres de nous. Tu parlais des traitements médicaux. Il y a depuis peu en fait le cross-linking qui existe dans le domaine vétérinaire. Moi, je l'utilise pas personnellement. Et toi, je voulais savoir à peu près ton ressenti sur que tu nous expliques un peu le principe de fonctionnement de ce système et l'avantage par rapport en fait. Finalement, c'est un système un peu hybride entre du médical et du chirurgical. Et nous expliquer ce que tu en penses. Oui, alors moi, tout comme toi, je l'utilise pas en fait. Le matériel est assez cher quand même, et puis c'est pas que ça prend du temps, mais c'est quand même. Mais c'est vrai que les papiers qui sont sortis sont quand même super intéressants. Ça stabilise en fait la cornée, mais d'une manière je dirais en fait que l'avantage, c'est que c'est très rapide pour avoir une évolution favorable. C'est le gros avantage. Pourquoi je l'utilise pas? Je te dirais, c'est que moi je suis en clientèle privée, donc l'équipement est quand même encore assez cher. J'ai pas forcément toutes ces dispositions là, et que là, je fais repartir les clients avec mon traitement agressif médical. Et puis pendant ce temps, ça me convient assez. Je touche du bois. On verra le jour, comme on disait tout à l'heure, tu choisis la technique avec laquelle tu es à l'aise. Pendant ce temps, je suis à l'aise avec mon vieux traitement médical. Mais c'est vrai que je pense que c'est très intéressant ce qui est publié en ce moment. J'aimerais que l'équipement maintenant chute un peu en prix en fait. On est d'accord. C'est clairement ça. En pratique, au final, à quel moment, toi, tu vas décider de dire maintenant, stop, mon traitement médical ne fonctionnera pas, je passe au bloc? Très bien. Et comme tu dis, comme on disait tout à l'heure, plusieurs aspects. L'aspect infectieux, si on voit en effet qu'on n'arrive pas à contrôler ce qui se passe, quelquefois on est bien mieux d'aller quand même enlever du matériel, parce que dans ce matériel de cornée, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand on parle d'un ulcère à collagénase, par exemple, donc c'est les enzymes aussi bien de la cornée, donc de l'animal en tant que tel, mais les enzymes de tes agents infectieux. Mais tu as quand même la partie cornée avec les cellules qui produisent elles-mêmes des enzymes pour l'auto-régénération de ta cornée. Donc c'est que tu as un débalancement à ce niveau-là. Si tu as trop de matériel avec trop de cellules là, t'es mieux d'aller l'enlever pour stabiliser si t'as pas le contrôle médical. Donc, je te dirais qu'une fois que tu as mis ton traitement agressif médical, il faut voir le cas 3 jours après. Si ta cornée est toujours aussi gélatineuse, aspect mou, là, c'est sans doute un cas qu'il faudra que tu emmènes au moins en débridement, voire plus.
parce que tu l'as pas stabilisé avec ton traitement médical. Et puis, bien sûr, la profondeur. C'est clair que si tu as un ulcère qui est pré-desmétique, on parlait des vieux chiens tout à l'heure, mais si tu as un ulcère qui est quand même très profond sur un jeune chien, il faut pas attendre. Si tu veux sauver l'œil et la vision, il faut pas attendre. Oui, donc il y a quand même finalement plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte pour l'évaluation de l'ulcère, de son évolution, et aussi finalement il y a un facteur moi qui est aussi important, c'est le propriétaire que j'ai en face. Certains propriétaires des fois sont hyper exigeants, c'est-à-dire qu'en fait si tu prends, parce qu'au final de traiter médicalement, parfois je dis pas que tu prends un risque entre guillemets, mais il y a certains propriétaires qui pensent qu'on perd du temps, etc., et qui sont des fois parfois impatients. Je sais pas si c'est des cas que tu rencontres toi. Oui, tout à fait. Et puis, tu as sans doute le même problème que nous. C'est, je dirais, le problème de la compliance du client, mais qui est soit lui, il veut pas le faire de toute manière, les traitements, ou il a pas le temps. D'accord. Ouais, alors, nous, c'est vrai qu'ici, quand même, en Nord-Amérique, on a peut-être un peu plus de chance que normalement, au niveau de nos hôpitaux, on a un soutien de personnel qui est un peu plus important, ce qui fait qu'on peut à la rigueur hospitaliser, puis faire des traitements aux heures comme je vous le mentionnais plus tôt. Mais honnêtement, j'ai beaucoup de clients qui veulent repartir avec leurs animaux et qui font leur traitement à la maison. Puis en fait, on a des grosses grilles qu'on leur donne, et puis ils alternent. Ils nous rapportent les grilles pour être sûr que c'est fait. Donc, il y a quand même des clients qui sont favorables. Il y en a d'autres, non, ils veulent y aller, puis ils veulent aller en chirurgie, et t'es presque obligé de les ralentir parce que tu leur dis, là, c'est pas encore le bon moment. Ok. Tu n'hésites pas à leur faire se lever la nuit aussi pour mettre les gouttes, toi? Non, en fait, vraiment, les seuls cas où j'ai énormément de traitements, c'est justement les ulcères fondants. La plupart du temps, je vais quand même essayer de limiter le nombre de gouttes qu'ils ont à administrer, autant sur le nombre que sur la fréquence, parce que on veut que ça soit fait ultimement. Donc, il faut leur expliquer le pourquoi de chaque goutte. Ça, c'est très très important qu'ils comprennent, parce que s'ils n'ont pas compris, ils vont pas le faire. Comme moi, hein. Je suis têtu. Et puis, et donc, j'essaie de cibler le nombre de traitements et la fréquence. Donc, l'histoire de la nuit, moi, je leur dis, écoutez, si pendant la journée, vous pouvez mettre le sérum aux 2 heures, faites-le. Et puis, prenez un break la nuit, dormez. Mais si vous levez pour aller boire un verre d'eau, etc., allez, profitez pour mettre une goutte. D'accord. Ouais. Et quand ça se transforme en chirurgie, comment ça se déroule dans ta clinique finalement, une chirurgie de greffe en pratique? Alors, si on prend par exemple l'exemple d'une greffe de conjonctive, nous, c'est des cas assez classiques, donc ils vont repartir la même journée. Donc, ils arrivent le matin à jeun. Bien sûr, examen physique, bilan sanguin, etc. Et on va commencer à mettre des gouttes antibiotiques aussi pour préparer l'œil. Et puis tranquillisation, endormi, on nettoie, on rase les cils autour des paupières, on nettoie l'œil correctement. Et puis on s'en va au bloc opératoire. Bloc opératoire, bien sûr, pour ce type de chirurgie, on a un microscope opératoire, puis des instruments de microchirurgie. Donc greffe de conjonctive, je dirais que c'est on évalue en gros, si t'as pas de soucis, c'est 20 minutes, je pense 25 minutes. Moi, je suis très lent à faire mes points, donc je prends plus de temps à la fin. Sur les greffes de conjonctive, c'est des points simples, suivis quelquefois d'un surgé. Je préfère faire des points simples pour pas qu'ils lâchent tous en même temps, mais ça c'est la décision pareil l'habitude du chirurgien, je dirais. Et puis généralement je mets un point, je sais pas si tu le fais pour protéger, je ferme les paupières temporairement pour protéger, surtout quand tu disais si ton greffon est large, ça évite que les battements m'arrachent tout. Donc je mets un point pendant la première semaine jusqu'au contrôle. Et puis voilà, on surveille les réveils à peu près 2 heures de temps ici à la clinique. Moi j'ai la chance, j'ai pas une vétérinaire anesthésiste, mais j'ai la chance d'avoir une vétérinaire urgentologue qui vient faire toutes mes anesthésies. Donc moi je focalise sur ma chirurgie en fait. Voilà. Et puis ça repart la même journée parce que ça c'est aussi question de principe. Je pense qu'ils se remettent beaucoup mieux à la maison qu'avec nous. Donc s'il y a aucune raison médicale de les garder, ils repartent à la maison. Puis généralement c'est un suivi sur 3 semaines. On
les revoit une fois par semaine. Si tout va bien, c'est une fois par semaine sur 3 semaines. Et les complications sont possibles après avoir réalisé des techniques de greffe. C'est quoi? Quelles sont les complications auxquelles on peut s'attendre? Oui, bien sûr. Si ta cornée continue avec un processus enzymatique, ça va te digérer les points, donc tu vas avoir une déhiscence de ton greffon, par exemple. Tu peux avoir une infection de ton greffon. Donc ça continue jusqu'à la perforation de ton œil. Ensuite, sur les greffons eux-mêmes, tu as tout ce qui est problème donc de cicatrisation. Tu peux avoir une cicatrisation exubérante avec des développements de vaisseaux, de fibrose, voire de pigmentation sur ta cornée. Donc ça, bien sûr, il faudra l'adresser s'il y a besoin. Et quelles molécules vont finalement permettre aussi une amélioration? On parlait tout à l'heure des immunomodulateurs et de la cortisone. Quelles molécules vont permettre d'optimiser la transparence de ta cornée sur le suivi, et à quel moment tu vas les mettre en place, toi? C'est ça. Ça dépend quel matériel on va utiliser, je pense, mais c'est généralement pas avant je laisse au moins le premier contrôle sans immunomodulateur ou immunosuppresseur. Ensuite, je commencerai peut-être plus avec des immunomodulateurs donc là, on a parlé de la cyclosporine, le tacrolimus comme molécule. Bien sûr, si tu as une grosse cicatrice, la cortisone, hein, bien sûr. Et ça, tu vas le faire pendant plusieurs semaines, plusieurs mois? Oui, ça peut. Généralement, oui, pardon, j'avais pas saisi la fin de ta question. En effet, la cortisone, je vais la faire pendant à dose quand même assez agressive au départ. Je peux monter à 2-3 fois facilement par jour. Et puis je vais le maintenir sur cette fréquence-là pendant 2-3 semaines facilement. Bien sûr, l'animal est contrôlé à chaque fois, hein, quand tu fais ça. Après, avec le temps, tu diminues ta fréquence et puis tu l'arrêtes. La cyclosporine, la tacrolimus, quelquefois je le garde plus longtemps. Surtout si on a en plus une race prédisposée à nous faire des kératites ou des kératites pigmentaires ou des histoires comme ça, je le garde plus longtemps. La cortisone, j'ai plutôt tendance à l'arrêter dès que je vois que j'ai plus de progression sur ma transparence, parce que j'aime pas laisser la cortisone longtemps sur un œil en topique, surtout sur les brachycéphales. C'est très clair. Oh, ce qu'il est merdique son déguisement, celui-là c'est évident, il en est. Si ça te plaît pas, tu peux aller te faire foutre. Au final, je pense que tu as pas mal de vétérinaires qui t'adressent des cas. Si tu avais un conseil à leur donner, en fait, à ces vétérinaires-là, ça serait quoi? De rentrer en conseil rapidement avec quelqu'un qui a l'habitude de gérer peut-être chirurgicalement, mais même médicalement de manière agressive, des ulcères infectés, parce que c'est mieux d'avoir un échange dès le départ, en plus surtout si c'est pour qu'il soit référé ensuite, donc dès le départ, parce que au moins on peut discuter ensemble du traitement médical à mettre en place. Et puis déjà donner un avis sur ce qui pourrait être fait chirurgicalement après, les coûts de ces techniques-là, pour préparer le client en fait. Et puis pour le vétérinaire lui-même, comme je te disais, mais là il y a différents sons de cloche aussi, hein, la fréquence des traitements, etc. Je pense que c'est important. Après avoir discuté du cas, avoir échangé des photos sur le cas, de discuter ensemble de la fréquence des traitements, etc. Parce que comme je te disais tout à l'heure, moi je change de tout mon traitement si j'ai un ulcère qui risque de perforer, même s'il est infecté. Ouais. Donc au final, on peut un peu conclure sur un principe assez simple pour les vétérinaires qui nous écoutent. C'est la décision, la prise de décision d'une chirurgie ou pas de chirurgie, ça dépend de l'animal, de l'aspect de la lésion, de la vitesse d'évolution, de la motivation aussi du propriétaire finalement, qui est des fois délicate à obtenir. Donc c'est pas aussi simple que ça. Finalement, il n'y a pas une technique de greffe prépondérante, ça serait trop simple. Et comme tu disais en introduction, sinon on ferait tous la même s'il y avait vraiment une technique de référence. Oui, tout à fait. C'est vraiment, et là je pense qu'il faut rester humble. C'est vraiment avec l'expérience du vétérinaire qui va traiter le cas, qui va choisir le bon moment de le faire et puis la technique avec laquelle il est à l'aise. Et donc pour un vétérinaire généraliste,
bah c'est bien, je pense, de rentrer en contact parce que déjà ils peuvent, comme je disais tout à l'heure, annoncer un peu la couleur au client, mettre en place un traitement plus ou moins léger selon la situation, et au moins il y a un canal de discussion qui est déjà ouvert avec le vétérinaire spécialiste par la suite. Ouais, clairement. Pour les auditeurs qui nous écoutent, pour les vétérinaires, si tu avais un ouvrage à recommander, une sorte de livre de chevet qui permettrait à tout un chacun d'optimiser ses techniques chirurgicales en ophtalmologie, ce serait lequel? Technique chirurgicale, bon, en fait, moi, alors, je suis peut-être un peu biaisé, Bertrand, tu vas me dire là-dessus, parce que j'ai fait ma formation en Floride. Donc, je te dirais que moi, mes deux livres de chevet sont les GELAT, hein, donc le GELAT, Ouais. Veterinary Ophthalmology, qui est donc vraiment la Bible, mais sur le plan, il y a tout dedans, hein, médical et chirurgical. Mais il a aussi sorti une édition chirurgicale qui est pas mal, avec pas mal de dessins. Et je pense que justement, celui-ci est assez simple et les schémas sont assez bons. Donc dans l'ouvrage des techniques chirurgicales de Veterinary Ophthalmology de GELAT, je pense qu'il est pas mal. Et puis le gros bouquin de GELAT de médecine ophtalmo, je pense qu'il est un peu ardu pour la pratique générale où il est pas facilement consultable. Par contre, les essentials, donc ils ont fait un résumé qui s'appelle les essentiels. Et celui-là, je l'aime bien parce que dedans il y a des tableaux résumés qui sont très bien. Par exemple sur les causes du VIH chez le chat, chez le chien, etc. Là, je sors du sujet, mais c'est aussi un bouquin que j'aime bien. Et pour toi, aujourd'hui, c'est quoi l'avenir de la greffe cornéenne vétérinaire? On a parlé du biocornéavet. Est-ce qu'il y a d'autres pistes pour toi de réflexion sur qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et qu'est-ce qui va se faire dans les 10, 20 prochaines années? Ah bah moi, j'aimerais bien qu'on ait une banque de greffe parce que je pense que Ouais. c'est ça qui nous donnerait sans doute les meilleurs résultats. Il est con ce chien là. Miam miam, Didier. Et maintenant que tu as fait un peu plus de 20 ans d'ophtalmologie, je pose toujours cette même question à la fin des interviews. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter professionnelle, un sujet qui t'a touché ou quelque chose qui t'a fait rigoler, fait plutôt sur une expérience professionnelle? Non, je pense que je me souviendrai en fait toujours de la phrase d'un de mes mentors en fait, Dr Berry en Floride, et qui m'a dit, puis j'y repense assez souvent parce que en fait j'ai la chance d'adorer mon métier encore et je suis passionné par ce que je fais. Et comme beaucoup d'entre nous, toi aussi, je pense qu'on y passe énormément d'heures et ben c'est qu'on est passionné par ce qu'on fait et puis on se rend pas compte la chance qu'on a de faire quelque chose qu'on adore. Et ma mentor m'avait dit le jour où tu t'embêteras de voir une KCS, donc un œil sec, ben il faudra que tu changes de métier. Mais c'est pas encore le cas. Puis de KCS on en voit, hein. Je sais Ouais. très bien qu'on Et en c'est voit. même toujours un challenge en fait, hein, c'est ça qui est Mais bien. c'est ça, c'est que honnêtement, c'est même toujours un challenge. Franck, un énorme merci. Je rappelle aux auditeurs qui peuvent te retrouver à Montréal, à la clinique vétérinaire d'ophtalmologie. Donc, et puis je rappelle ton excellent site sur l'ophtalmologie vétérinaire, donc ophtalmovétérinaire.com. Bon, on va se revoir très rapidement, je pense, au prochain congrès de l'ECVO. C'était un vrai plaisir de passer ces quelques minutes avec toi et je pense que les auditeurs auront beaucoup apprécié ton intervention. Merci Bertrand, c'est très gentil d'avoir pensé à moi pour ce sujet. Bah, tu sais qu'en plus la cornée c'est un peu mon dada. Mais je veux rester aussi humble sur ce que j'ai dit, hein. C'est mon expérience personnelle qui est nord-américaine, qui est sans doute différente un peu de ce que vous vivez sur plein d'aspects. Je pense qu'on n'a pas forcément les mêmes agents infectieux, qu'on n'a pas forcément le même client en face, qu'on n'a pas les mêmes coûts, etc. Donc, je voulais simplement vis-à-vis de mes confrères et puis même du public dire que mes paroles aujourd'hui étaient celles de ma propre expérience. C'est basé en Nord-Amérique, donc à prendre avec humilité. Merci Voilà. beaucoup à toi. Au revoir. À très bientôt.
Aujourd'hui, on a vu avec Franck Olivier que l'ophtalmologiste vétérinaire est un chirurgien complet qui doit être capable d'intervenir rapidement lorsqu'un ulcère cornéen dégénère. De nombreuses techniques chirurgicales sont disponibles pour combler les lésions ulcératives afin de restaurer la solidité de la cornée, de véhiculer des éléments trophiques vasculaires et d'assurer la meilleure transparence à terme. Lors d'un creusement rapide de la cornée, il convient d'intervenir dans les meilleurs délais. Il n'est pas rare de devoir faire des heures supplémentaires en fin de journée. Contrairement à l'ophtalmologie humaine, les vétérinaires, eux, ne disposent pas de banque de donneurs et on devra s'adapter selon la disponibilité des matériaux. Avant de recourir à une greffe, on pourra prescrire des traitements topiques et généraux soutenus et proposer éventuellement le crosslinking. Si après quelques jours la situation ne s'améliore pas le choix, il faudra réaliser une greffe. Il existe 2 grandes familles de greffes selon les matériaux utilisés. Il peut s'agir soit de biomatériaux qu'on utilise fréquemment, comme les membranes de collagène d'origine porcine, bovine ou d'autres espèces, ainsi que des membranes amniotiques d'origine équine ou humaine. On peut également utiliser des éléments de l'animal que l'on traite directement, permettant une intégration souvent très qualitative de la greffe avec une moindre réaction inflammatoire. On parle alors d'autogreffe. Le choix de la technique dépendra de la profondeur de l'atteinte, de la surface, de la disponibilité du matériel utilisé et aussi, voire surtout, de l'expérience du vétérinaire. Le suivi revêt une importance capitale dans l'optimisation du résultat final. La modulation de l'inflammation, la complémentation en larmes artificielles et l'instillation d'immunomodulateurs permettront d'améliorer la transparence de l'œil de nos compagnons. De nouveaux matériaux aux propriétés idéales sont disponibles depuis peu et permettent d'envisager des prises en charge toujours plus qualitatives. La démocratisation des cellules souches laisse également entrevoir un avenir prometteur en ophtalmologie vétérinaire. On se retrouve dans un mois avec le docteur Olivier Thomas qui nous parlera de la transparence de l'œil. Merci de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à noter et partager cet épisode si vous l'avez trouvé intéressant. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de l'œil au clébard. D'ici là, prenez soin de vous et des yeux de vos compagnons à 4 pattes. Au revoir.